Madame, Monsieur, bonsoir. La Guadeloupe, société coloniale où cohabitent depuis près de 3 siècles, un peu plus, nègres, blancs et indiens. La Guadeloupe n'est pas a priori une terre, dit-on, gangrénée par le racisme. Pourtant, en mars 67, c'est à Basse-Terre un incident entre noirs et blancs qui déclenche une véritable émeute qui aura des conséquences historiques très lointaines. Plus avant, vers 1928, on se souvient de l'affaire Dietrich, ce blanc qui avait été pratiquement lynché par une population en colère. Et puis au lendemain du mouvement social de 2009, c'était il n'y a pas très longtemps, des propos tenus par Elie Domota sur la caste béquée ont été qualifiés par un magistrat de raciste. Alors, le racisme, mythe ou réalité en Guadeloupe, c'est la question qu'on se pose ce soir pour ce 11e débat de Faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur du racisme en Guadeloupe? Alors, pour répondre à cette question, tenter d'y répondre en tout cas, Patricia Braflan-Troubeau, écrivain, sociologue, bonsoir. Bonsoir. Harry Boussillon, sociologue, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est déjà là. Eliezer aussi Charles, président des Amis de l'Inde. Brozo Jimmy de Bureau de Collection, bonsoir. Bonsoir. Jean-François Niort, professeur en sciences politiques, historien du droit et membre aussi du CAGI, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité, bien sûr, en Guadeloupe, mais particulièrement en France, on a beaucoup parlé du racisme ces temps derniers. Alors, j'ai beaucoup entendu dire que la France n'est pas raciste. Alors, je vous pose toute la question. La France n'est pas raciste et la Guadeloupe, Patricia? Je ne pense pas que la Guadeloupe soit plus raciste ou moins raciste. Moi, je crois que ce n'est même pas comme cela qu'il faudrait poser la question. Ce serait plus comment s'exprime le racisme dans nos sociétés. Et c'est là qu'à mon avis, on peut déceler un certain nombre de choses. Je pense que je vais développer tout à l'heure. Moi, j'ai choisi de travailler, par exemple, sur mes ouvrages, sur le nègre ne peut pas diriger nègre, le nègre ne peut pas travailler avec nègre. Parce que c'est une des gros... C'est une affirmation de départ, c'est un a priori, une posteriori, c'est quoi? C'est un a priori, que vous entendez d'ailleurs chez beaucoup de cadres formés, qui ont des compétences, mais qui partent avec cet a priori. Et ma grande question a été, mais d'où peut venir une telle affirmation? Puisque les personnes sont compétentes, elles sont diplômées, bref. Donc en fait, en remontant pour retrouver les origines de cette affirmation, j'ai été obligé de travailler sur le racisme et sur la colonisation. Et dans notre pays... Ça marche de pair, hein, racisme et colonisation. En tout cas, dans notre pays, racisme et colonisation marchent véritablement de pair. Je dis d'ailleurs dans mon deuxième ouvrage que de ce point de vue, la Guadeloupe a écopé de la double peine. Du racisme et de la colonisation, et dont on a encore les effets jusqu'à maintenant. Des séquelles ou des effets? Des effets. Je dis bien des effets. Des effets et des séquelles. D'accord. Des effets et des séquelles. Brozo Jimmy, votre émission, on vous appelle Brozo Jimmy, mais enfin, votre émission, c'est Black Road Connection. Alors, B-World Connection. B-World Connection, mais enfin, le B, c'est quoi? C'est Black? C'est Black. Entre autres. Vous avez beaucoup exploré l'univers des Blacks, des Antillais, des Africains, des Afro-Américains. Est-ce qu'au travers de toutes ces émissions, vous avez ressenti une certaine amertume de la part des Noirs que vous avez interrogés, se plaignant du racisme? Pas seulement en Guadeloupe, mais d'une manière générale. Non, parce que les gens que l'on va interroger, justement, on évite d'aller voir des gens qui ont des discours victimaires. Oui. C'est des gens qui, justement, ont affronté le racisme, ont su le contourner. De l'ont affronté, vous dites quand même. Hein? Oui, il faut l'affronter, mais affronter, il y a différentes façons de l'affronter. Tu peux l'affronter de plein fouet. Malheureusement, des fois, il y a eu pour ceux, par exemple, quand j'ai discuté, pour prendre des exemples bien précis, quand j'ai discuté à plusieurs reprises avec M. Jesse Jackson. Oui. Bon, il vous explique que pendant le combat pour les droits civiques, il y a des moments où il y avait des marches pacifiques, mais il y avait aussi des sections de gens qui luttaient pour les droits civiques qui étaient beaucoup moins pacifiques, et il fallait qu'eux aussi soient présents. Ouais. Ça faisait aussi partie de la lutte. Dans la lutte, il y avait les pacifiques, il y avait les soldats, il y avait les commerçants, il y avait l'économie. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils ont tous affronté d'une manière ou une autre le racisme, mais ils l'ont surpassé et surtout ne sont pas restés des victimes. Mais ça, on pourra en reparler à travers divers exemples. Oui. Alors, si on prend la société guadeloupéenne, je vous pose la même question que Patricia. Vous savez qu'il y a en Guadeloupe cohabitent noirs, blancs, indiens, mais aussi des Caribéens, dominicains, haïtiens. Est-ce que vous sentez à leur égard une forme de racisme, voire de xénophobie? Ça dépend pour qui. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas tout mélanger. Moi, sur ce que j'observe, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, on ne peut vraiment pas tout mélanger parce que le Guadeloupéen même,
parce que quand on dit le Guadeloupéen, il y a les Guadeloupéens qui sont indiens, les Guadeloupéens qui sont blancs, les Guadeloupéens qui sont noirs, les Guadeloupéens qui sont diverses origines. Etc. Mais on va prendre dans le Guadeloupéen noir descendant africain. Mais chez lui-même, déjà, il y a du racisme. Vous prenez dans une famille, quand il y a quelqu'un qui est plus noir que l'autre dans la même famille, il y a déjà des soucis. Et ça existe dans la famille même. Il est plus clair, il va dire pour échapper. Vous voyez les expressions déjà. Je suppose que Mme Raflan-Trobo pourra bien nous parler de ce genre d'expression, M. Jean-François Niort et les autres invités. Mais c'est déjà ça. Parce que moi, avant de parler des autres, je voudrais qu'on parle de nous. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas dans la victimisation. D'accord. Il faut déjà se regarder dans un miroir et se dire, OK, tu dis, ouais, OK, il y a des blancs qui sont racistes, il y a des intels qui sont racistes. Mais est-ce que toi-même, dans ta propre famille, tu traites ta sœur ou ton frère qui est un peu plus noir ou un peu plus clair de la même manière? Parce que c'est ça aussi. Il y a c'est le racisme un petit peu. Parce qu'il y a celui qui est plus foncé dans la famille, qui subit des conséquences. C'est bien à l'école que dans la famille. Oui, dans la famille, mais je commence dans la famille exprès. Mais il y a aussi celui qui est plus clair, qui des fois a des avantages, mais aussi subit. Parce que s'il se retrouve le seul clair dans une famille où il y a beaucoup de foncés, il capte gaz aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà là, il y a un souci. Donc il y a, dans notre société, il y a quand même des germes. Alors Jean-François Niort, vous êtes historien, vous êtes professeur de Sciences Po, vous avez beaucoup remué l'histoire. D'ailleurs, vous avez exhumé il y a quelque temps un vieux texte colonial. Alors première question, en tant que Blanc France, comme on dit ici, Blanc France, est-ce qu'en arrivant en Guadeloupe, dans une colonie, vous avez le sentiment d'un pays où le racisme existait, ou vous avez été frappé, ou pas frappé du tout? Pas. Eh bien, en tant qu'historien, c'est vrai que, historien du droit colonial de surcroît, je ne peux qu'abonder dans le sens de Patricia. Effectivement, il y a un très lourd passif qui pèse, ce qui pèse encore aujourd'hui sur la société guadeloupéenne, un passé assez récent d'ailleurs. Alors, on parlait de ce texte, le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, un arrêté qu'on a découvert récemment, alors que depuis 200 ans, bon, il était endormi dans les archives. Et quand on regarde les motivations de ce texte, qu'on avait explicité dans un article du Bulletin de la Société d'Histoire de Guadeloupe, on s'aperçoit que c'est vraiment fondé sur des considérations qu'on peut qualifier de totalement racistes. Par exemple, considérant l'affreux usage que les Noirs de la Guadeloupe ont fait de la liberté. La liberté qu'on leur a octroyée en 1794, qu'on n'aurait pas dû leur octroyer puisqu'on a oublié qu'ils n'étaient pas civilisés. Il y a une différence entre l'homme civilisé, prêt à la liberté, l'homme qui n'est pas civilisé, l'homme sauvage qui n'est pas prêt à la liberté. Il y a une autre formule que les historiens connaissent bien de cette époque. La liberté n'est pas un aliment fait pour l'estomac des nègres. Ça, c'est le ministre des colonies de l'époque, le ministre de Bonaparte qui sortait des arguments comme ça. Et donc, on voit que le va de pair, comme disait Patricia, les mesures juridiques discriminatoires, qui s'appliquent aux nègres, qui sont repoussés dans l'esclavage après 8 ans d'abolition, et puis en même temps un discours justificateur, légitimateur de type racialiste. C'est-à-dire on les remet en esclavage parce qu'ils ne sont pas nos égaux, parce que ce sont des êtres inférieurs, qui ne sont pas civilisés, ce sont des barbares, et ils ne sont pas prêts pour la liberté. Donc cette dépréciation finalement de l'image du noir, c'est une violence symbolique, comme dirait Bourdieu, c'est vraiment une façon de véhiculer de manière institutionnelle, officielle, à travers des règles de droit, à travers des lois. Alors est-ce que vous avez le sentiment... une vision différentialiste de l'humanité. Vous avez le sentiment, Jean-François, vous avez vu on va dire, vous avez étudié l'histoire, vous avez vu un certain nombre de choses, lu et exhumé un certain nombre de documents. Est-ce qu'en arrivant ici, vous sentez cette pression toujours? C'est-à-dire, est-ce qu'on a, comme le disait Patricia tout à l'heure, non plus seulement des séquelles, mais en fait réellement des germes, quelque chose qui marque cette société encore marquée par cette période et par ces... Un exemple qui me vient à l'esprit depuis 17 ans que j'habite en Guadeloupe et que j'enseigne à l'UAG, le manque de confiance des étudiants en eux-mêmes, la difficulté de pleinement s'affirmer, de pleinement se développer, d'aller au bout de son potentiel, de douter de soi-même.
Alors, moi, en tant qu'historien du droit et enseignant aujourd'hui à des jeunes d'aujourd'hui guadeloupéens, je ne peux que faire le rapprochement. À force de rappeler, de propagander, si on peut permettre ce néologisme, d'insister sur le fait que les Noirs sont inférieurs, les Noirs sont inférieurs, les Noirs sont inférieurs. Voilà un texte de 1802 qui est contemporain du rétablissement de l'esclavage, écrit par un homme qui est un fonctionnaire du ministère des colonies, qui se prétend objectif. Il dit « Nous en sommes venus malgré nous ». C'est-à-dire, moi, j'aurais souhaité que ça ne soit pas le cas, à la preuve naturelle que l'espèce nègre est dépravée, que c'est la classe de l'humanité la plus imparfaite, la plus sombre, la plus incapable de lumière. Alors, à force que le pouvoir officiellement répète ça, oui. Eh bien, ça finit malheureusement, et c'est ça le plus terrible dans le racisme. Ça rejoint ce que tu disais, oui. Même après, entre personnes de même famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est intégré dans la culture, oui. les gens finissent par l'intérioriser comme une valeur, comme une vérité. Oui. Bon, ben là, voilà, le mal est très profond à ce moment-là. Alors, justement, c'est très difficile à extirper. Avec Jean Tourneur, on voit un petit peu, entre guillemets, les racines du mal. Mais aujourd'hui, dans la société guadeloupéenne de 2013, Jimmy le disait tout à l'heure, même dans une famille, on ressent encore ces stigmates, cette façon de qualifier, ou nichiver plate, enfin, etc., etc. Comment vous analysez tout ça? Mais c'est ça, l'intégration de la dépréciation. Je crois que Jean-François Empoigné, j'aime beaucoup le mot, c'est la dépréciation. Et on intègre, finalement, qu'on est un sous quelque chose. On est un sous-être humain, on est un sous de la catégorie des hommes, parce que la notion... souvent les gens disent, l'esclavage s'est passé, oublions cela. Oui. Vous parlez avec une femme, elle ou un homme, il vous dit, j'ai rencontré une dame, Ini Belchivé. Oui. Nous sommes en plein dans l'héritage de l'esclavage. Oui. Donc je dis souvent, Belchivé, est-ce qu'elle s'est chivée contre moi? Donc tout de suite, ça produit un électrochoc. Parce qu'on nous a appris que belle chivée, belle peau, tout cela, ça fait partie des attributs du blanc. Ouais. Plus c'est blanc, naturellement, plus c'est beau, plus c'est intelligent. L'image symbolique, c'est le blanc, quoi. Mais bien évidemment, parce que naturellement, il y a eu l'esclavage. Les nègres ont été mis en esclavage parce que théoriquement, ils étaient noirs, parce qu'ils avaient la force. Ils n'avaient pas d'âme. Ils n'avaient pas d'âme, naturellement. Montesquieu l'a dit, la bulle qui a autorisé l'esclavage l'a dit, et tous ces philosophes des Lumières qui, pendant le fameux siècle des Lumières, nous ont expliqué que les nègres n'étaient pas des hommes, mais étaient des bêtes. Des meubles, quelquefois même. Pardon, mais bien évidemment, le code noir, c'est des meubles. Et quand vous avez le pompon en France, lorsque Gobineau écrit son essai sur l'inégalité des races, qui a été, il n'y a pas très longtemps, réédité chez Gallimard dans sa collection, j'ai envie de dire, la plus précieuse, alors que Fiume Anténor, dans le même temps, avait répondu sur de l'égalité des races humaines, on n'en entend pas parler. Ensuite, je crois qu'il y a un élément aussi qui est tout près, qu'il ne faut pas... Oui. Allez, non, j'allais dire que Souké Bassiège aussi a fait un texte sur le préjugé de race. Oui, mais à cette époque, il ne faut pas l'oublier. Mais bien évidemment, le préjugé de race. Oui. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, nous avions encore ce qui a formé l'imaginaire des Français, les zoos humains, les expositions coloniales, où on payait des gens pour qu'ils parlent le petit nègre, alors que c'était des personnes qui étaient parfaitement civilisées, qui n'avaient aucune difficulté pour parler français, par exemple. Donc ces gens-là étaient exposés, et il faut dire que ça a façonné l'imaginaire français. Quand vous allez en France actuellement, je vous dis jusqu'à maintenant, que les gens vous disent « Ah ben oui, mais dans les îles », oui, ou alors vous arrivez en France, mais tiens, il faut nous amener du rhum. Oui. Alors moi je dis, je vous emmène du rhum, amenez-moi du vin. Oui. Donc nous serons des... Vous voyez? Et il nous faut en permanence lutter contre ce petit racisme institutionnel, insidieux. On balance en souriant quelquefois. Oui. Bien évidemment. Oui. Ah oui, mais tu admettras quand même... là-bas sur les cocotiers, etc., toutes les images d'épinal. Tous les stéréotypes que ça charroie. Oui. Je pense que c'est très important ce dont on parle, là, parce qu'en fin de compte, le racisme, il a souvent été légitimé par les élites. Oui. Souvent, et c'est très important, parce que c'est ce qui fait que, justement, après, comme on dit, le peuple, les gens dans la société répètent des choses. Oui. Mais c'est parce que ça a été légitimé par les élites. On va prendre des exemples, comme disait Mme Brafant-Tobo et comme disait Jean-François, des exemples bien précis parce qu'elle a parlé du code noir, elle a parlé des grands hommes. Mais pour que les gens qui nous écoutent
entendre bien les phrases qui étaient prononcées par ces soi-disant grands hommes. J'ai ramené quelques extraits. Bien, Voltaire. Ah oui. Parce qu'il y a des rues Voltaire en Guadeloupe. Oui, bien sûr. C'est quand même important, parce que c'est important. On ne s'évade pas. On parle du racisme, mais aussi en Guadeloupe. Oui, Mais il faut savoir qu'il y a des rues Voltaire. On parle de Montesquieu en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il disait Voltaire? Les Blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. La notion Voltaire, du singe n'a pas tellement ça c'était dans les disparu. traités métaphysiques. Oui, oui. Ok. Montesquieu nous dit quoi? On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Ouais. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Et il y en a des centaines comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour revenir maintenant en 2013, quand vous voyez donc, il y a eu ce racisme légitimé, en 2013, c'est plus les philosophes des Lumières. Depuis 2005, avec leur histoire de colonisation positive, on a les élites, toujours dans les élites, c'est les hommes politiques qui se lâchent. Là, les exemples ne manquent pas, on se souvient. Des ministres qui disent qu'il faut les ramener par des bateaux, le à président Dakar, de la République française, M. Sarkozy, à Dakar, dans l'université, Cheikh Anta Diop, parce qu'il faut oser là, faut oser quand même, dans l'université, Cheikh Anta Diop, dire que les Noirs n'ont pas d'histoire. Mais après, quand vous avez une Marine Le Pen qui émerge parce qu'il y a une crise économique, il y a une crise politique, il y a une crise sociale. C'est tout ça aussi qui légitime le racisme actuellement, que ce soit en France et en Guadeloupe. On en parle tout à l'heure. Il existe. On en parle tout à l'heure. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la société guadeloupéenne, elle est multiraciale. Elle est guadeloupéenne, mais de noirs, de blancs, mais aussi des Indiens. J'ai rencontré hier un Indien guadeloupéen de la communauté à qui on a posé 2 ou 3 questions sur le racisme, parce que les Indiens de la Guadeloupe ont quelquefois, souvent dans le passé, souffert de ce racisme anti-indien. Réponse avec Eddie Chitalou. Ambédi ça. Très honnêtement, je pense qu'effectivement, le monde a beaucoup changé, la Guadeloupe a également évolué. On ne peut pas, d'abord je répondrai un peu différemment à la question, je pense qu'il n'y a pas de racisme en Guadeloupe. En tout cas, les Guadeloupéens ne sont pas des gens racistes, pour des raisons très simples. Et effectivement, nous sommes un peuple multiple. En paradis, ça pour effectivement vous faire plaisir. On a des gens de tous bords. Et notre population, donc celle qui est en Guadeloupe aujourd'hui, est composée effectivement donc, de personnes venant de tous bords. Ça, c'est premier bien. Par contre, ce que je dirais effectivement, il n'y a pas de racisme, mais il y a quelque chose de plus sournois, plus sournoise même, et il y a un ostracisme latent qu'on constate effectivement dans le quotidien. Je dirais par exemple, au PGM vrai effectivement en publicité avec des mondes d'origine indienne. Au PGM vrai dans les programmes officiels, officiellement et volontairement une démarche en faveur de la culture indienne. Il faut qu'il y ait un événement, il y a toujours des conditions. À côté de ça, on a une orientation effectivement qui est donnée par les dirigeants. C'est peut-être inconscient, mais on le constate également. Et ce n'est pas spécifiquement donc aux personnes d'origine indienne, globalement, ça concerne les minorités d'une façon générale. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas, en tout cas, pas de moyens ni d'orientation dans les grandes orientations, les grandes décisions prises en faveur donc des cultures dites minoritaires. Il faut gommer effectivement pour obtenir un bidet. Alors voilà donc le point de vue d'un éminent représentant de la communauté indienne. On aura tout à l'heure le point de vue de M. Sithian, mais je voulais vous poser à vous la question, parce que M. Sithian n'est pas encore sur le plateau. Est-ce que, en tant que Guadeloupéen, Patricia, Jimmy, et peut-être M. Nior aussi, vous ressentez une différence d'appréciation entre, non seulement entre les couleurs, on a parlé de problème de couleurs, de peau chapée, etc., mais il y a le problème des Indiens? Oui, bien enfin, évidemment. Le problème, je dis le problème, je mets des gros guillemets. Oui, mais parce que dans toutes les sociétés, vous savez, ces petites luttes entre les différents
les différentes caractéristiques. Je vous renvoie à la chanson de Lio qui chante pourquoi on n'aime pas les blondes, les brunes. Parce que les brunes ne répondent pas aux standards d'une manière générale. En Guadeloupe, nous avons la communauté indienne parce que c'est une communauté en plus qui est arrivée après les Africains. 1854. Ouais. Donc naturellement, il y a eu ce frottement, j'ai envie de dire, et cette défiance qui est, j'ai envie de dire, presque normale. Ensuite, nous avons appris à cohabiter et je crois que nous n'avons pas de problème de cohabitation. Donc, naturellement, moi, j'ai beaucoup d'amis d'origine indienne et quand j'y vais, j'entends bien de temps en temps un Indien traiter un autre Indien à ses qualités malabalassa dans la même communauté. Et je crois que, ou même nous, entre nous, nous avons parfois des propos qui peuvent paraître raciste. Il y a eu quand même dans l'histoire des choses assez particulières. Par exemple, le culte hindou a été formellement interdit par l'Église catholique. C'était vers les années 1950. C'est récent, ça. Mais qu'est-ce que l'Église catholique n'a pas interdit qui n'était pas catholique? Qu'est-ce que l'Église catholique n'a pas interdit? Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est dans l'idéologie même de cette colonisation française. On doit être assimilés. Donc, on doit être tous catholiques, tous blancs, parler tous français et avoir tous les ancêtres gaulois en plus. Donc, je crois que ce rapport entre Guadeloupéens d'origine africaine, d'origine indienne, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on retrouve pratiquement dans toutes les sociétés, mais qui n'est pas un frein au fonctionnement de notre société. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je crois qu'il n'y a pas de problème indien en Guadeloupe du tout. Alors, absolument pas. Sur cette question, on va quitter un peu le premier indien, on reviendra avec M. Sisson tout à l'heure. Oui, vas-y, moi, je voudrais donner... Moi, j'ai un vrai respect pour... cette communauté, c'est Guadeloupéens indiens, parce que ce n'est pas une communauté, ce sont des Guadeloupéens. Oui. J'ai un vrai respect, parce que M. Sicharn, qui viendra parler tout à l'heure, moi j'ai eu l'occasion de le côtoyer lors d'un jeu que j'organisais, justement, qui s'appelait Big Game, où j'essayais de mettre un peu toutes les cultures, l'histoire de la Guadeloupe, les cultures et tout. Et donc j'ai eu à rencontrer M. Sicharn, à discuter sur l'historique des Indiens en Guadeloupe. Et si les Indiens sont respectés aujourd'hui en Guadeloupe, moi je le dis franchement, comme je le pense en tout cas, c'est qu'ils ont gagné leur respect par eux-mêmes. Oui. On ne leur a pas donné leur respect. Ils ont gagné leur respect. Comment? Il ne faut pas oublier qu'on les a exilés un moment. Saint-François, tous les endroits... Ils sont arrivés dans les coins les plus reculés, on les a quand le bateau il est reparti, M. Sicharn pourra en parler de ça, quand le bateau il est reparti, qu'il y a ceux qui sont restés, ils ont beaucoup souffert. Oui. Et donc il y en a qui sont partis, ils se sont allés à Saint-François, d'autres endroits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une force économique. Moi, ce que je regarde, moi, en 2013, les Indiens, ils ont quoi? Moi, je vois beaucoup d'Indiens qui détiennent des terres, qui détiennent une bonne économie au niveau de l'agriculture, que ce soit maraîchère, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des transports, au niveau des stations-service. Il y a beaucoup de gérants qui sont indiens. Moi, je regarde, ce sont des travailleurs qui se sont organisés. Oui, mais je crois qu'on doit se garder... Attendez, je ne mets pas en opposition, que ce soit très clair. Si je peux terminer, s'il vous plaît, madame, que ce soit très clair. Je ne mets pas en opposition. Je suis en train de dire, voilà comment moi je vois les choses, voilà ce que j'apprécie chez les Guadeloupéens indiens. Oui. De dire qu'on aime quelque chose ne veut pas dire qu'on n'aime pas ceci, cela. Donc ce n'est pas une comparaison, c'est un fait, c'est un constat de ma part. Juste un mot, parce que bien évidemment, j'entends bien rappeler que les conditions d'arrivée des Guadeloupéens d'origine indienne et des Guadeloupéens d'origine africaine, des Guadeloupéens d'origine syro-libanaise, alors européenne, n'en parlons même pas, sont totalement différentes. Donc nécessairement, en 2013, les résultats sont fondamentalement différents. Justement, j'ai posé la question à Edi Chitalou, voilà sa réponse. Régulièrement que les Indiens ont réussi. Alors certaines personnes vont jusqu'à dire bon Dieu, les Indiens forts, alors on va trouver des gens de Togo qui vont arriver dans l'hindouisme. Non, ce qu'il faut reconnaître effectivement, c'est que pour réussir quelque chose, ce n'est pas une question donc d'origine et d'appartenance à un groupe ethnique, il faut bosser.
les Indiens, donc les personnes plutôt d'origine indienne, ce qu'elles ont fait effectivement de leur arrivée à partir de 1854 jusqu'à maintenant, c'était travailler, travailler, travailler. Ce n'est qu'à partir de ma génération et de la génération de mes enfants que les gens commencent à sortir, il y a un restaurant, il y a une boîte de nuit. Donc les autres, effectivement, les générations précédentes, quand ils ont fait, ils ont thésaurisé chaque centime qu'ils ont gagné. Si ils ont gagné 10 centimes, ils ont investi 9 centimes et ils ont manger 1 centime. Donc, au fil du temps, ils ont été effectivement sur les terres, ils n'ont pas inventé. C'est la terre effectivement qui nourrit, donc qui travaille. Et les grandes réussites effectivement qu'on a en Guadeloupe aujourd'hui sont d'abord des réussites familiales et des gens issus du milieu de la terre. On peut citer effectivement donc la famille Vaitilingon, la famille Gadaokan. C'est des gens d'abord ils étaient agriculteurs et ils ont travaillé. Ça n'a pas tombé du ciel, pas parce qu'ils ont prié tous les matins que ça fait réussir. Ils ont bossé, famille ils ont bossé et ils avaient effectivement, ce sont des gens qui ont l'esprit d'entreprise d'une façon générale, qui prennent des risques et qui prennent de gros risques. Pour réussir, il faut travailler longtemps, mais il faut prendre des risques. On ne peut pas rester fonctionnaire, on ne peut pas rien contre les fonctionnaires, rester fonctionnaire toute vie et dire que ça est tombé à un moment donné. Il faut prendre des risques. Et ce qui nous manque effectivement dans notre pays, ce sont des gens qui s'investissent, qui ne pas acheter uniquement gros loto et acheter belles cases ou faire des grandes croisières ou prendre des grands boissons. Il faut investir, il faut mettre de l'argent de sa poche, prendre des risques effectivement et travailler longtemps. Alors, ce n'est pas un nodocapitalisme, enfin, il explique un peu que les Indiens sont d'abord des travailleurs. Alors, est-ce que ça veut dire que, par rapport à ce que disait Jimmy, il y a une opposition entre des Indiens qui seraient travailleurs et d'autres qui ne seraient moins? J'espère que M. Sitalou se rappelle quand même que les premiers travailleurs en Guadeloupe ont été les Guadeloupéens d'origine africaine. Oui. Et le rapport à la terre est totalement différent. Donc, s'il y a des personnes qui ont bien travaillé sur cette terre, c'est bien... Gratuitement. Rappelons-le. Oui. Gratuitement. Ce sont bien les déportés africains qui ont été emmenés ici avec leurs descendants. L'immigration indienne, l'implantation de la communauté indienne, s'est faite de façon totalement différente. Ils avaient un minimum de capital et ensuite l'économie s'est développée bien autrement. Et ils n'avaient pas ce rapport à la terre qu'avaient les Africains et les descendants d'Africains. Donc nécessairement... Non seulement le rapport à la terre, mais le rapport au travail même. Mais le rapport au travail de la terre, oui. De la terre, s'entend. Oui. Donc nécessairement, il peut nous citer effectivement fièrement de grandes réussites parce que vous me mettez un Guadeloupéen d'origine syrienne ou libanaise, là il peut me faire exactement la même chose. Les arrivées ne sont pas les mêmes. Les conditions d'exercice sur ce territoire n'ont pas été les mêmes. Donc en 2013, effectivement, les résultats ne sont pas les mêmes, mais les premiers travailleurs qui ont vraiment travaillé, et pour rien sur ce pays, ce sont quand même les Guadeloupéens d'origine africaine. Rappelons-le. Jean-François Niort, quand il dit l'histoire sur les Indiens, leur arrivée et leur, entre guillemets, leur réussite aujourd'hui. Oui, moi je suis quand même d'accord avec Patricia. Il faut quand même distinguer les choses. Elle a tout à fait raison de dire qu'il y avait depuis des siècles quand même des Guadeloupéens d'origine africaine qui travaillaient cette terre-là, qui la rendaient riche, enfin qui enrichissaient les autres qu'eux-mêmes, puisqu'ils travaillaient gratuitement, mais qui participaient à la richesse de cette terre et qui sont morts pour ça, sous les coups de fouet ou d'épuisement. Donc c'est vrai que, par contre, effectivement, il y a... Alors, aussi, il y a une différence aussi au niveau il y a quelque chose que je voudrais... Attends, tout à l'heure, c'est... Vraiment, avec politesse, je m'excuse parce que... Un petit mot, hein, sur le débat que je voudrais quand même, parce que je voudrais pas que le débat parte en opposition. Non, il n'y a pas d'opposition tout à l'heure par rapport aux faits historiques. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas occulté les faits historiques. Donc je tiens parce qu'on est dans du direct, c'est très important. Parce que moi, Jimmy, je suis un descendant d'origine africaine, je sais très bien que des gens sont morts sur cette terre. Moi aussi, je peux brandir l'étendard du rebelle, etc. Mais justement, je ne veux pas qu'on reste dans la victimisation. C'est pour ça que c'est bien beau en 2013 qu'on parle de l'histoire qui a eu lieu, mais entre-temps, quand même, il y a eu des choses. Des Noirs se sont battus, sont morts, mais entre-temps, quand même, d'accord, Jimmy, il y a autre chose qui se passe. Je m'excuse, mais je justement, parce que je ne vois pas d'opposition. Tout à fait. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. C'est pas le débat ce soir. C'est pas le débat. Jean-François.
il faut aussi accepter le point de vue contradictoire. Non, c'est pas un point de vue contradictoire, pas par rapport à toi, pas par rapport à toi, c'est pas... Moi, c'est pas contradictoire. Non, mais justement, je te donnais la parole, c'est pas par rapport à toi, mon frère. C'est juste histoire que je ne veux pas être pris dans des propos comme quoi... On a compris, Jimmy, on a compris. La précision est faite, on a compris. Jean-François, vous disiez. Voilà, bon, donc je répète, je continue mon propos, parce qu'il faut quand même que ça soit dit. Cette population indienne, c'est vrai qu'elle a été confrontée à une société qui n'était pas démocratique, une société qui était coloniale, une société qui était basée dès l'origine sur la hiérarchisation entre les personnes, notamment par leur race, mais aussi par leur statut, parce que c'était une société de caste aussi, avec des colons qui se prenaient pour des seigneurs, pour une aristocratie, l'aristocratie de l'épiderme, comme disait Moreau de Saint-Méry. Donc, effectivement, l'arrivée des Indiens, le fait qu'ils arrivent après les autres, qu'ils aillent travailler de manière assez humble ces terres que délaissaient de manière tout à fait naturelle les esclaves qui avaient un rapport déprécié avec le travail, comme Patricia l'a rappelé, puisque eux, ils associaient le travail à une exploitation pure et simple, travail gratuit, qui n'apporte rien d'autre que l'asservissement et l'épuisement au profit de l'enrichissement de quelqu'un d'autre. Donc c'est normal qu'il y ait eu des tensions, des frictions. Comme si, quelque part, inconsciemment, critiquer le coulis, c'était une façon pour le noir de se dire, voilà, il prend le travail que je faisais avant, bon, c'est un peu... Alors ça a pu créer effectivement des tensions, mais de là à parler de racisme, il faut quand même bien s'entendre sur les termes. Racisme, le suffixe isme, comme socialisme, comme libéralisme, comme nationalisme, ça veut dire théorisation, discours, un discours vraiment officiel. Et ça, par rapport à ce que rappelait Patricia, même si sur le code noir, je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas le sujet. Moi, ma thèse, c'est que ça s'est passé après. Ça s'est passé au XVIIIe siècle, la racialisation. C'est à partir du moment où le mot code noir apparaît. Le mot code noir n'existe pas en 1685. Il apparaît en 1718, et ce n'est pas par hasard qu'il apparaît. C'est l'objet d'une volonté de la part du lobby colonial, que Versailles va suivre, une volonté de racialiser définitivement, c'est-à-dire d'associer définitivement la couleur noire à l'humiliation, à la servitude. Et avec la mise en place de la discrimination au niveau des libres de couleur, les empêchant de se marier avec les Blancs, les empêchant d'accéder tout simplement à la condition des Blancs, c'est là vraiment qu'on atteint le summum en plein siècle des Lumières, effectivement, au moment où Voltaire dit ça, on atteint le summum. Alors, ces siècles et ces siècles de discours racialistes, et même racistes, puisqu'ils étaient infériorisants, donc racisme, quand on passe au racisme, c'est qu'on fait une hiérarchisation, une dépréciation entre des races soi-disant supérieures et inférieures, surtout au moment, et je voulais insister là-dessus tout à l'heure, au moment où c'est devenu un discours scientifique. Ça, c'est très important, il faut le rappeler. Il y a eu les philosophes, il y a eu les politiciens, les juristes, 1802 par exemple, les hommes autour de Bonaparte. Il y a eu les colons eux-mêmes qui ont toujours tenu évidemment ce discours en 1882, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais je le fais maintenant, dans les journaux guadeloupéens en 1882, donc longtemps après 48. Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux des colons guadeloupéens? Vous êtes nés pour l'esclavage, vos instincts sont ceux de l'esclave, vous êtes français seulement par décret. C'était la fameuse formule. Oui, on vous a donné la nationalité en 1848, mais vous ne la méritez pas, vous n'êtes pas de ils n'étaient pas encore vraiment français en 1848. Si. En 1848, ils sont devenus pleinement français puisqu'ils sont devenus citoyens, ils ont même pu voter et ils ont élu Louis Mathieu, le premier député noir de l'histoire de la Guadeloupe qui a siégé à l'Assemblée nationale constituante en 1848 et participé à la préparation de la Constitution. Mais justement, les colons n'ont pas supporté que du jour au lendemain, ces êtres qui depuis des siècles étaient considérés comme inférieurs sur tous les plans, socialement, économiquement, culturellement, intellectuellement, tout à coup deviennent leurs égaux. Et c'est pour ça que très longtemps, comme Souquet-Bassiège effectivement l'exprime, mais ça encore, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand on passe, à partir de Gobineau, comme Patricia l'a rappelé, à un discours de plus en plus scientifique, qui se prétend objectif. Ah non, moi je suis pas raciste, mais je constate malheureusement, et je voulais vous citer ça, c'est extraordinaire, c'est en 1885, la même année que le discours de Jules Ferry pour justifier la colonisation, le second empire colonial français. Et que le partage de l'Afrique. Le partage et le pillage de l'Afrique. Ce monsieur-là est professeur de pharmacie, médecin, et il écrit pour les encyclopédies, il écrit pour l'instruction publique, il écrit en tant que scientifique.
Et il écrit un livre qui s'appelle Les races humaines, qui est pire encore que Gobineau, parce qu'il se prétend, mais alors absolument neutre. Moi, je ne fais que constater. Et voilà, par exemple, ce qu'il dit sur la race noire. L'infériorité intellectuelle du nègre se lit sur sa physionomie sans expression ni mobilité. Le nègre est un enfant, etc., etc. Donc, si vous voulez, 1885, Patricia le disait tout à l'heure, ça a formaté aussi l'esprit des métropolitains. Parce qu'il va y avoir l'exposition coloniale quelques temps pendant après. des dizaines d'années, Oui. les petits blancs, on leur a appris à l'école que c'est comme ça, c'est la science qui le dit. Et c'est pour ça que c'est très très grave. Et c'est difficile à déraciner. Et puis, dernier exemple, il faut quand même le citer, ce monsieur-là, James Watson, prix Nobel de médecine, qui parcourt encore le monde aujourd'hui dans des conférences soi-disant scientifiques pour prouver mathématiquement et génétiquement l'infériorité intellectuelle du noir. Donc je suis tout à fait d'accord avec Brother Jimmy. Les Noirs dès le départ ont résisté. Les Noirs se sont dressés, ils sont morts pour ça. Il y a 1802, notamment avec Delgrès, Ignace et les autres. Mais il y a en face une machine économique, une machine intellectuelle, des préjugés tellement profondément enracinés que le combat est quand même un combat. Alors, Patricia, c'est un combat de titans. On en a des conséquences jusqu'à maintenant. Et Malcolm X et tout ont dû payer ça de leur vie, quoi. Mais effectivement, Brother Jimmy a raison. Il faut, plus le défi est grand, plus il faut s'y engager de toutes ses forces. Alors, je voulais revenir avec Patricia sur vous, c'est l'histoire. Patricia, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez, quand vous examinez cette société, vous êtes sociologue, cette racialisation, vous avez dit que vous n'acceptez pas le terme racisme racial, etc. Mais est-ce que dans la société guadeloupéenne aujourd'hui, vous ressentez toujours cette hiérarchisation des races ? Entre guillemets. C'est un terme, je sais, c'est un terme qui est contesté. Alors moi, je ne parle pas de hiérarchie des races, je parle de la racisation plus. D'accord. La racisation, c'est-à-dire le fait d'aborder la société à travers le prisme justement de ces races qui ont été effectivement érigées et qui sont encore insidieusement menées, colportées, diffusées par les uns et les autres. Je crois que le discours politique des 10 dernières années a été le meilleur vecteur de cette idéologie que nous voyons en Guadeloupe. Un exemple concret, nous avons pour la première fois, depuis Félix Eboué, une préfète guadeloupéenne d'origine africaine. Mais réunissons l'ensemble des chefs de service des services déconcentrés de l'État ou même des grandes entreprises, Orange, Air France, EDF, France Télécom, enfin bref, tout ce que vous voulez, eux et tout leur staff, pour la majorité, ils sont blancs, venus de France. Je ne dis pas qu'il faudrait des Guadeloupéens d'origine africaine ou indienne. Comment se fait-il que cette République française n'arrive toujours pas à produire suffisamment de cadres, de hauts fonctionnaires non blancs, non blancs, mais ils ne sont pas ici, non blancs, qui puissent exercer en Guadeloupe. Oui. Si vous voulez avoir une image de l'apartheid telle que nous ne la voyons pratiquement plus de l'Afrique du Sud, vous réunissez les chefs de service de l'État en Guadeloupe. Vous vous souvenez de cette image du World Trade Center plein LKP? Mais tout simplement. Et ça produit énormément de chocs culturels. Oui. Vous avez des personnes, parce qu'actuellement, de plus en plus, le débat se pose dans les entreprises. Ce sont des personnes qui arrivent pour manager, qui sont confrontées à une résistance, à une méconnaissance totale du pays. Ceux qui ont entendu parler de moi m'appellent parfois pour des formations en management pour qu'ils comprennent un peu comment ça se passe, mais nous avons un racisme, mais c'est vraiment ce que Karl Michael a appelé le racisme institutionnel, celui qui est mené par l'État. Et cela, vous regardez, vous savez, souvent je regarde les journaux de France, regardez ceux qui ouvrent les portes sur le perron de l'Élysée. Il reste encore majoritairement ou noirs ou basanés. La grande République française où il y a liberté, égalité, fraternité sous le fronton de toutes les écoles. Comment cette République n'arrive pas à produire un autre modèle? Christiane Taubira, Lurel, Georges-Paul Langevin, c'est bien sympathique tout ça. Mais ce n'est pas ça qui règle le problème de la non-représentation effective dans des postes à responsabilité réelle et sérieuse des personnes non blanches. Alors, puisque nous sommes à la télévision, je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question. Est-ce qu'à de votre point de vue, les médias qui s'y occultent, qui existent dans notre pays, ont favorisé ou défavorisé ce dont vous parlez? Énormément.
Et M. Citalo a dit quelque chose de très important. Sur la publicité. Tout simplement. Oui. Où sont les Guadeloupéens d'origine indienne dans les publicités? Il y a une chose que je dénonce régulièrement depuis quelque temps. Dès qu'il y a un reportage où on doit vous parler de tourisme, il faut qu'on vous montre un blanc. Oui. Pour les télévisions françaises, un touriste, c'est un blanc. Ce qui signifie que nous n'avons même pas cette capacité d'appréhender un compatriote martiniquais Ou caribéen. Non, pas qu'à loin. On aurait été Martinique. Oui. D'origine martiniquaise. Ou guyanaise. Ou guyanaise. Nous qu'à trop loin. Nous qu'à été Martinique. Qui vient passer quelques jours en Guadeloupe. Comment se fait-il? C'est quoi cette paresse intellectuelle qui veut que dès qu'on a un reportage à faire sur le tourisme, on se planque sur une plage, on rameute quelques... Alors, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, moi, j'analyse beaucoup cette société à travers la télé. La dernière fois, ils sont allés interroger des touristes blancs dans un hôtel du Gosier. Et bien, la fameuse touriste, elle a dit, moi, je suis hôtesse et j'attends que mon avion reparte. Oui, d'accord. Et ils n'ont pas eu l'intelligence de couper cette partie du sujet. C'est pour vous montrer à quel point ces représentations sont tout à fait présentes et nous font du mal. Pourquoi, dans la majorité des publicités, vous le verrez, les personnes sont claires de peau. Alors, l'autre question que je voulais vous poser avant de revenir vers vous, Jimmy, c'est la fameuse ancienne qu'on entend souvent ici, NEC ne peut pas diriger. NEC, vous travaillez avec le managing. Alors, comment vous gérez ça quand vous êtes dans une entreprise où le chef, entre guillemets, le manager, parce que tous les managers guadeloupéens en Guadeloupe ne sont pas des blancs, il y a quand même des Noirs, des Guadeloupéens, des Nègres, des Indiens qui dirigent. Alors, comment vous arrivez à on va dire, médiatiser un peu cette affaire? Alors, dans le NEC ne peut pas diriger NEC, c'est là que la société guadeloupéenne est intéressante. Vous aurez un Guadeloupéen d'origine indienne qui va me parler, qui va me dire, je connais, NEC qu'on nous veut pas nous diriger. Yo. Donc, il y a une intégration de certains systèmes de pensée. Ce qu'il faut expliquer aux personnes, simplement, c'est exactement ça. L'histoire de ce racisme, les racines de ce que Fanon a appelé la négrophobie du nègre. Oui. Pourquoi le nègre est négrophobe? Pourquoi le nègre, qu'il soit indien ou mulâtre, parfois d'ailleurs, j'aime bien le préciser, ne peut pas admettre qu'il soit managé ou dirigé par un nègre comme lui. Parce que tout simplement, nous avons intégré que tout ce qui est mauvais est noir. Je vous renvoie à la chanson de Jean-Michel Cabrimol qui passe encore sur les médias sans aucun problème, nègre contre nègre, ou celle de Paulo Albin que je cite dans mon 3e ouvrage, celui que vous avez là, la fameuse chanson Mauvais nègre. Et ces chansons n'ont jamais... Nègre ni mauvais manière de l'avenir, enfin encore plus loin. Mais voilà, mais encore maintenant, vous mettez la radio, vous entendez nègre contre nègre et mauvais nègre de Paulo Albin. Oui. Ce sont des chansons qui auraient dû être retirées de la playlist. Il n'y a pas très longtemps, je voyageais sur Air Caraïbes, j'écoutais la musique et j'entends nègre là puis mauvais qui diabla. Ouais. Un avion bourré de nègres. Bien sûr. D'accord. Air Caraïbes n'a même pas conscience que dans sa playlist, ils insultent les clients. Donc, ça reste encore quelque chose de présent. Pour le management, nous sommes en phase de, j'ai envie de dire, de déconstruction, d'expliquer aux gens que nous en sommes encore à la déconstruction. Mais bien évidemment. Mais nous avons seulement entamé la déconstruction, d'expliquer que nègre, il n'y a pas un rein de nègre, un sang de nègre. Parce que, méfiez-vous, beaucoup de personnes le croient, qu'il y a un sang de nègre, un sang de blanc. Non, nous sommes tous des êtres humains. Et donc, notre identité première, comme je le dis dans cet ouvrage, est notre identité d'être humain. Jimmy, vous êtes producteur à la télévision, on vous connaît, et justement, je posais la question sur les médias et leur influence sur la société. Comment vous, en tant que producteur, vous ressentez cette influence, ce rôle des médias, cette force des médias sur notre société guadeloupéenne? Et quand vous allez à l'étranger, bien sûr, parce que vous êtes allé en Jamaïque, on a vu des reportages où les Jamaïcains ont une autre vision d'eux-mêmes. Peut-être que il vous arrive de comparer, peut-être? Je vais rebondir sur une autre vision d'eux-mêmes, une vision de nous-mêmes. C'est-à-dire que, permettez-moi, je vais être franc ce soir. Allez-y, vous êtes là pour ça. Nous sommes à Canal 10. Oui. Je vais vous faire une révélation. Allons-y. Que normalement, je ne dis jamais dans les interviews, dans toutes les interviews que je fais, je ne dis jamais comment réellement comment est né Be World Connection. Yes. Be World Connection est né à Canal 10. Et vous allez comprendre comment. Canal 10, il y avait un animateur ici, le midi,
ne faut pas l'oublier. Ouais. Le midi, On va le citer. heure de grandes antennes, Oui. il est sur une chaîne, puisque vous parlez des relations médias. Il est noir. Je n'oublierai jamais cette scène, puisque j'étais revenu, rien que d'en parler, j'ai des émotions. J'étais revenu en 95 de France. Je suis né en Guadeloupe, j'ai vécu toute mon enfance en Guadeloupe. Je reviens en France, et en Guadeloupe après, et je vois à la télévision, dans la même chaîne, en premier je le vois comme ça de ma télé, mais dans la même chaîne où moi je me retrouve à travailler, parce qu'en 96 je travaillais à Canal 10, et à midi j'ai un noir dans la télé qui dit à une majorité de la population qui est noire qu'elle n'est pas bon, n'est pas fait rien de bon, n'est que c'est diable, et surtout je n'oublierai jamais, jamais, au grand jamais, cette fameuse scène où ce monsieur est venu ici à Canal 10, c'était là-haut, les studios étaient là-haut. Il est venu avec Alcali, Javel, éponge. Et pendant 1 heure, il s'est frotté en disant « En rail coulait là ça. Pourquoi maman m'a fait moins couler là ça? Couler à démon, couler à diable. » De vous en parler, j'ai des frissons. Ouais, c'est Je traumatisant. n'oublierai ça. jamais. C'est vrai. Je n'oublierai jamais. Quand vous voyagez partout dans le monde, parce que ce n'est pas B-World Connection qui m'a fait voyager dans le monde. C'est depuis tout petit, je voyage partout dans le monde. Quand j'étais à fond dans les sons de système, mes amis peuvent vous dire, j'allais dans des sons de système à Londres, n'importe où. Et quand vous revenez en Guadeloupe, dans votre pays, et que vous voyez ça dans votre télé, et on vous dit en plus c'est la télé de proximité, c'est la télé du peuple, et qu'après vous voyez que cette personne devient un homme politique, que des gens vont voter pour lui, qu'il y a des rassemblements devant des tribunaux. Je n'oublierai jamais ces fameux propos qui ont été dits contre les Haïtiens. Haïti, première république noire. Vous vous souvenez des propos qui ont été tenus contre les Haïtiens en Guadeloupe? Par cette personne et d'autres personnes, d'autres apôtres. Ben, quand vous me parlez de la relation des médias avec les Noirs, ici en Guadeloupe, moi, le premier truc qui me vient, c'est cette fameuse période. Et cette fameuse période a laissé des traces. Puisqu'à l'heure qu'il est, il y a une radio qui opère toujours. Il fait le même travail, c'est ça le Et travail. qui fait exactement le même travail. Oui. Et les dirigeants de cette radio se présentent à des élections. Donc moi, je veux bien à chaque fois qu'on dise c'est l'histoire, les Blancs sont méchants, les Blancs sont ceci, cela. Moi, c'est facile. Moi, je peux me mettre en rebelle, me mettre contre plein de trucs que les Blancs, ils ont fait. C'est pas moi, Jimmy, qui va pas dire. Les Blancs ont fait beaucoup de choses. Mais vraiment, ce que je voudrais insister aujourd'hui dans cette émission, quand on parle du racisme, c'est beaucoup déjà, il provient de nous-mêmes, envers nous-mêmes. Et en 2013, on parlait d'exemples de voyage. Je vous ai parlé de ce qu'ont subi les Haïtiens ici. Il y a beaucoup d'immigration maintenant en Guadeloupe. Il y a beaucoup de frères de Saint-Domingue qui viennent, des familles de Saint-Domingue, de Porto Rico, mais beaucoup de Saint-Domingue. On va parler franchement. Vous n'avez pas vu que ça ne fait pas de bruit? Oui. Comme les Haïtiens, pourtant c'est le même pays normalement au départ, toi qui es historien. Oui. Haïti, Saint-Domingue, c'est le même pays. Quand les Haïtiens ont immigré, on a dit ce qui s'est passé. Oui. Mais on est en train de les dénationaliser en ce moment. On va revenir là-dessus aussi. On va en parler. Les gens de Saint-Domingue arrivent en Guadeloupe, il n'y a aucun problème. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui me dit c'est parce qu'ils sont plus clairs. Voilà. C'est choquant. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Domingue qui sont beaucoup plus clairs. Il y a de belles femmes de Saint-Domingue qui sont claires. Ça permet à beaucoup d'hommes politiques aussi d'aller à carénage, etc. etc. Donc d'aller à Saint-Domingue, carrément. D'aller à Saint-Domingue. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de gens de Saint-Domingue venir en Guadeloupe en touriste et repartir. Je vois beaucoup de Guadeloupéens aller à Saint-Domingue dans les comment ils appellent ça, les trucs all inclusive. Oui. OK? Oui, où justement, les employés de Saint-Domingue vivent l'esclavage. Dans les conditions dans lesquelles ils sont dans ces hôtels, c'est l'esclavage. Mais nous, Guadeloupéens, nous prenons plaisir à aller dans ces pays-là pour justement dire nous répondons en nous, etc. Eux, les gens, quand ils émigrent ici, et j'ai aucun problème avec les gens de Saint-Domingue, mais je vois que ça ne fait pas de bruit, qu'ils peuvent devenir coiffeurs, il y a de plus en plus de coiffeurs, il y a de plus en plus de ceci, cela, il n'y a pas de bruit. Il y a de plus en plus d'Asiatiques en Guadeloupe, il n'y a pas de bruit. Donc, tout ça pour vous dire que, encore une fois, quand on parle de racisme en Guadeloupe, c'est toujours entre noirs. D'accord. Jean-François, vous vouliez réagir?
Oui, enfin, oui, toujours, c'est oui, pas parce que toujours, mais c'est souvent. je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu non plus à mon tour. On a bien précisé au début de l'émission qu'il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité aux Blancs. Oui, les sales Blancs, tous à tenir ce discours raciste. Il y a eu des Blancs qui ont lutté contre l'esclavage. Il y a eu des Blancs qui, en 1802, celui qui a rédigé la proclamation de Delgrès, personne ne sait ça, c'était un Blanc, c'était son aide de camp. Il a reçu une balle dans le genou. Il n'a pas pu monter à Matouba, il est resté prisonnier. On lui a proposé, parce qu'il était blanc, de sortir, d'être amnistié, de ne pas être fusillé comme les autres rebelles nègres. Il a refusé, il a dit non, je suis un rebelle comme les autres, vous me fusillez comme les autres, vous me traitez comme les autres. Donc, ce que je voulais dire dès le début de l'émission, c'est que ce discours-là, et ça rejoint tout à fait ce que Brother Jimmy dit, ce discours a fini par être intériorisé. On a intériorisé la dépréciation de soi-même, et la dépréciation de soi-même ne peut qu'aboutir au mépris, à la haine, au mépris de soi-même. Mais quand on se hait soi-même, on va haïr l'autre. C'est comme tu dis, on va haïr si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer l'autre. Voilà, exact. Ben voilà, tout est là. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On peut pas aimer l'autre. Et du coup, en cascade, comme dit Jimmy, en cascade, les uns sur les autres, on se reporte ce mal-être, on se reporte cette négativité les uns sur les autres, et on va toujours chercher plus petit que soi ou plus faible que soi le bouc émissaire sur lequel on pourra déverser ce mal-être intérieur qu'on a. Et donc tout le travail consiste à s'apprécier de nouveau déjà soi-même, pour ensuite pouvoir apprécier l'autre et le traiter aussi comme un semblable. Et c'est ça le cœur. C'est très difficile, et c'est tout un travail de pédagogie. C'est un travail de longue haleine. Sociologique et culturel, vraiment, qui on prend juste une pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure, comme disait l'autre, à la publicité, n'est-ce pas? Pour bien connaître. Donc sur notre plateau de Faut-il avoir peur, ce soir on aborde la question douloureuse quelquefois du racisme avec Brother Jimmy, Jean-François Nior, Madame Patricia Trobo nous a quitté, mais nous retrouvons avec Boussillon qui est sociologue et Elisée Ossitiam qui est président de l'association Guadeloupe des Amis de l'aide. Alors je vous demandais tout de suite à vous deux, Harry, Boussillon, M. Ossitiam, de réagir un petit peu sur ce que vous avez entendu dans la première partie de l'émission. D'abord je voulais dire que bon, je ne suis pas venu défendre les nègres. Je crois qu'il faut le dire. Et que quand nous parlons de ça, il ne faut surtout pas être dans le ressentiment. Il faut avoir une attitude apaisée par rapport à tout ça. Par rapport au racisme même d'ailleurs. Même si ça peut nous révolter, ça peut nous indigner. La deuxième chose, il faut contextualiser les choses. C'est-à-dire toujours se dire de quel contexte tout ça se passe. Je relisais l'autre jour des livres de Marx. Je constatais que dans le discours de Marx, il y avait des propos qui m'ont révolté aujourd'hui quand il parle des populations indigènes. Et même Lénine d'ailleurs, qui est un grand révolutionnaire, je constate qu'il y avait des propos qu'il tient, et pourtant c'est un anticolonialiste, c'est un marxiste, c'est un révolutionnaire, mais au niveau de la sémantique, au niveau des mots qu'il utilisait, non, mais donc il faut à chaque fois contextualiser. Okay? Donc ça c'est important à dire. La troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de théorie raciste. Je suis contre ça parce qu'en fait, bon, il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie. Il y a bien sûr des exercices qui sont faits pour essayer de montrer comment scientifiquement on pourrait expliquer le fait que les nègres, par exemple, soient une race inférieure. Mais ça ne tient pas debout. Oui. Ça ne tient pas debout. Mais ça fonctionne dans la société. Mais il n'y a pas de théorie. Moi, quand je parle de théorie, je parle d'une pensée élaborée, basée sur des démonstrations scientifiques. Pour le moment, disons, tout ce qui est fait, c'est des racolages. Mais il n'y a pas de théorie raciste, en tout cas, au terme scientifique tel que je l'entends. Il y a des actes, il y a des comportements, il y a des pensées. Mais au niveau de la théorisation, c'est autre chose. La quatrième chose, c'est de dire que moi, je ne vois pas la responsabilité sur l'homme comme ça, mais sur les systèmes. Effectivement, la colonisation est fondée sur le racisme aussi. Ou alors, j'ai envie de dire que le racisme, c'est une commodité. Le racisme est une commodité, c'est-à-dire, il est presque facile d'être raciste, en fait. Puisque nous sommes dans un monde où existe une hétérophobie. C'est-à-dire, il existe des différences qui existent, qui sont apparentes. Et la colonisation, notamment, pour pouvoir justifier l'expansion coloniale, pour pouvoir justifier l'esclavage, on a commencé à parler, disons, de nègres inférieurs, mais pas seulement les nègres, c'est les Arabes également, les Asiatiques aussi.
nous avons été institués paresseux, par exemple. Mais ce n'est pas seulement le nègre qui est institué paresseux. Les Asiatiques aussi, même les Indiens aussi, que nous disons travailleurs. Les Arabes sont voleurs. On nous institue, disons, de telle ou telle manière, et puis voilà, ça fonctionne comme ça, parce que c'est de la commodité. C'est de la commodité. Il faut expliquer ça. Et en fait, la dernière chose qu'on voulait dire, c'est que, en fait, pour ne pas être raciste, il faut faire des efforts. On a l'impression que ça va de soi. Mais les différences sont tellement évidentes. Et puis, nous sommes dans un bain, justement, où le racisme existe. C'est-à-dire, les différences sont exploitées, sont utilisées. Actuellement, celui qui a un comportement qui est non raciste, ce n'est pas une attitude naturelle. Il ne faut pas croire. Je crois au contraire, c'est par la raison, parce qu'on réfléchit, parce qu'on se dit que tout le monde c'est monde, qu'il y a des hommes en face de soi qui sont comme nous. À ce moment-là, on se comporte de manière normale. Mais ce n'est pas une attitude naturelle. En tout cas, moi, en tant que sociologue, c'est ce que je peux dire. Hein? Donc, voilà, le gros problème aujourd'hui, pour moi, c'est de décoloniser nos imaginaires. Hein, c'est la décolonisation des imaginaires. Je crois que c'est le plus difficile. Chaîne-là reste en état, mais moi, enfin, on va discuter de ce qu'il faut faire également, ce qu'il faut faire concrètement. Parce que le racisme est un fait social, c'est un fait de société, et bien il faut l'aborder avec beaucoup de distance et de sérénité. Pour terminer, je voudrais dire, par exemple, les propos qui ont été tenus par Mme Taubira. Bon, d'abord, les propos de Guerlain, par exemple, de Guerlain, ça ne va pas choquer autre mesure. Monsieur dit que c'est un con, c'est tout. Monsieur c'est un con, il est dépassé, il est ahistorique, quoi. Il n'est pas dans ce temps-là. Ce qui a été dit par rapport à Mme Taubira, en tant que citoyen, j'ai été révolté, certainement. Mais en tant que sociologue, non. Je comprends très bien ce qui s'est passé. Je comprends, je lis. J'ai une lecture de ce qui s'est passé dans la tête de cette personne-là. Je ne suis pas révolté par rapport à ça. Et en tant que politique, encore moins. En tant que politique, je comprends très bien. Au contraire, ça nous conforte dans la détermination à nous battre contre le racisme. En tant que citoyen, oui, je peux être révolté. Mais je crois qu'à chaque fois, il faut vraiment, disons, qu'on regarde les choses avec d'objectivité, avec froideur, et puis se dire, parce que quand on aborde les questions comme ça, on peut mieux se battre contre le racisme. Mais si on l'aborde différemment, avec du ressentiment, avec une émotion mal contenue, je crois qu'on passe à côté des choses. Vous êtes président de l'association des Amis de Naine. C'est une association qui a été créée, je le rappelle, dans les années 70, parce que, il faut le dire, les Indiens, entre guillemets, étaient maltraités. Même si ce n'était pas du racisme officiel, mais en tout cas, les Indiens se sentaient un peu mal dans leur peau dans la société guadeloupéenne. Est-ce que 40 ans après, aujourd'hui, l'Indien guadeloupéen est mieux intégré, se sent mieux dans la société guadeloupéenne? Oui, aujourd'hui, on se rend compte pour qu'on puisse parler du racisme. Donc, race, j'ai ma race, toi tu as ta race, j'aime pas ta race, j'aime pas ma race. Mais je pense que, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un petit peu parler, définir un petit peu le racisme? Le racisme, c'est pour moi un sentiment, une attitude, un geste d'hostilité envers autre. Pour lui dire que je ne suis pas du côté que toi, je ne suis pas dans la même société que toi, hein, et aussi pour dire même, est-ce que je ne suis pas supérieur à toi? Parce que si on traite ça comme racisme. Alors, la question que vous venez de me poser, là, savoir, est-ce que ça a évolué? Mais faudrait-il pas aussi parler un peu au début quand même, hein? Alors, je crois qu'on en a parlé, Mme Patricia l'a dit aussi, que les esclaves sont arrivés bien avant les Indiens. En 1854, ceux-là sont arrivés. C'était pour suppléer à la main-d'œuvre étrangère, c'est vrai. Et quand les Indiens sont arrivés, ils n'ont pas été bien acceptés par la population en place. Parce qu'ils ne pas comprendre, on ne travaille pas qu'à faire, les Indiens qui viennent faire à présent. Donc déjà au départ, on voit qu'il y a un racisme déjà. Ils ont mal accepté les Indiens. Ça a évolué. Pendant les grèves, du début du siècle, où on utilisait les Indiens comme prisonniers de guerre. Oui, il dit ça, hein, mais en principe, bon, il dit ça comme ça, mais je dis joue. Dans le contexte, c'était inévitable. Oui. Ouais, ceux d'accord. qui ont organisé ce système, ils savaient que c'était inévitable qu'il allait y avoir des antagonismes entre les deux. Ouais. Donc, je dis joue, hein, comme je dis aujourd'hui. Effectivement, les choses ont évolué. Parce que cette affaire de racisme, tout le monde l'a subi, même au niveau du banc des écoles. Hein. Les nègres qui ont crié les Indiens Koulima là-bas. Bon, les Indiens qui ont dit pour te défendre, ouais, les autres viennent comme esclaves, mais nous viennent comme engagés, sans savoir exactement pourquoi. Mais effectivement, les choses ont évolué petit à petit. Au jour où nous sommes, les choses. L'association a été créée en 1971 pour
Pourquoi? Parce que bon, la culture se développe dans le département et on ne parle pas de la culture indienne. Donc, l'association-là, sans le détail, pour 1971, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que les Indiens, maintenant, ils se mettent en marge, c'est la ségrégation, ils ont créé une autre force politique, nous sommes dit, mais ça leur. Voilà ce que nous avons pour développer un pan de la culture guadeloupéenne. Le syndrome de Trinidad, peut-être. Parce que là, on ne peut pas parler d'une culture guadeloupéenne en laissant de composer une composante. On ne peut même pas parler d'une société guadeloupéenne en laissant de composer une composante. Donc, c'était pour aller au niveau de la population, pour nous dire, nous ne sommes pas des Indiens, mais des Guadeloupéens d'origine indienne. J'ai bien expliqué ça par là. Hein? Comme les autres Guadeloupéens, alors autrement dit, toute famille en nous, ce sont des gens venus. Donc nous sommes dans le même bateau. Donc au jour où nous sommes, effectivement, les choses ont évolué. Et je pense que il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même quelques petits égards toujours. Parce qu'avant, en famille indienne, tu as dit Indien, pas mener pour petit nègre à Casamouin. Et attends, et les nègres aussi, les nègres, tu as dit pas mener pour petit Indien à Casamouin. Mais les choses ont évolué. Alors maintenant, on ne se pose plus de questions quand, par exemple, il y a une union, quelle qu'elle soit, entre deux personnes de composantes différentes. Ça ne pose aucun problème maintenant là. D'accord. Alors, retour vers la rue, parce que quelquefois nous savons ce que pensent les Guadeloupéens de manière générale, micro-trottoir sur la question du racisme. En 2013, ça ne peut plus exister, ça ne doit plus exister, mais bon, vous savez, hein, les gens sont ce qu'ils sont. Puis, mais moi, je suis contre carrément. Tu vois, on a tous droit à la liberté, donc voilà. Le racisme, qu'est-ce que je pense du racisme? Je trouve que c'est pas bien du tout. Hein, parce que chaque personne, tout le monde est pareil. Hein. C'est vrai que c'est pas la même peau et tout, mais ça change rien du tout. Hein. Voilà quoi. Ça a été dit au XXIe siècle, ça fait peut-être qu'à fait. Bon, je pense que nous avons un département français. Bon, étant donné, ça entend qu'il va passer en Europe, elle va être obligée, bon, ça touche, quoi. Donc, c'est bien ça partir de tête qu'a fait. Bon, étant que moi qui n'ai quand même pas senti concerné. Mais que nous avons un grand travail à faire, surtout à nos pays où le droit de l'homme a été exprimé en premier, en France. Ça partir de tête qu'a fait. Et on a pensé que nous avons l'autre travail qui n'est à faire encore. Pour nous pas de problème à l'avenir, quoi. En Guadeloupe, peut-être bien, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire face à des propos racistes. Et donc voilà, plus, je dirais plus en France peut-être. Notamment, j'ai eu l'occasion d'aller à Londres. Et, donc voilà, hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Blancs de Londres en fait, qui faisaient des gestes de singe en fait. Et donc voilà, mais après en Guadeloupe, non, je dirais non, même pas. En Guadeloupe, entre nous-mêmes, il y a déjà du racisme entre les Indiens, et ils ne pouvaient pas se mélanger avec les nègres, certaines communautés, c'est toujours du racisme. Ah oui, il y a toujours du racisme qui va exister. Comme on dit, ça se voit pas, c'est toujours en bafeille, mais il y a toujours du racisme. Je pense que oui, le racisme existe en Guadeloupe, puisque la différence n'est pas acceptée déjà, donc c'est une forme de racisme. Et même parmi nous, au niveau des Antillais, il y a des formes de racisme. Entre par exemple les Haïtiens, les Dominicains, qu'on n'accepte pas forcément, et même les métropolitains. Moi, la chose que je dirais premièrement, pour moi, le racisme a toujours existé. C'est qu'on en parle un peu plus maintenant, mais le racisme a toujours existé. Et un truc en plus que j'aime bien dire quand il s'agit de parler de raciste, très souvent, quand un blanc, par exemple, va traiter un nègre de sale noir, tout le monde a envie de mourir. Mais ce qui me fait plus mal, bien souvent, c'est que nous-mêmes, bien souvent, on est plus racistes nous-mêmes envers nos propres frères. Vous prenez l'exemple, par exemple, deux personnes se disputent. Ils sont noirs tous les deux, mais il y a un qui est un petit peu plus clair que l'autre. Il suffit qu'ils disent alors tout simplement parce qu'il est plus clair que l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va dire de cela? Si c'est un blanc qui le dit, on va vouloir le tuer. Alors quand on me parle de racisme, c'est cette première phrase qui me vient à la tête. Après, s'ils vont entrer, c'est encore plus profond. Il y a des choses encore plus importantes qui peuvent se faire, comme ce qui se passe par exemple en Italie, par exemple en France avec Tobia, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais je reste au niveau basique du racisme. Tous, on est plus ou moins racistes. C'est plus ou moins contrôlé maintenant.
Voilà donc un petit peu une tendance dans la rue, mais enfin, bon, ces propos ne sont pas de la généralité, mais enfin, d'une manière ou d'une autre, on entend des gens qui disent ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous là, avant qu'on revienne vers le sociologue? Moi, ce que je voudrais dire depuis le départ, ce que j'ai essayé de dire d'ailleurs depuis le départ, et on en discutait avec Jean-François pendant la pause, moi, quand on parle du racisme, c'est pour ça, moi, je suis d'une génération qui refuse de subir. Il faut qu'on le comprenne bien. Et la façon que je parle, je ne suis pas énervé, je ne suis pas une émotion mal contrôlée ou quoi, c'est ma façon, je suis passionné. OK? Que ça soit bien clair. Donc, ce que je veux dire, c'est du racisme, comme ils le disent tous, il y en a toujours eu. Maintenant, c'est comment on le surmonte, comment on le combat. Ou pas vous voyez que l'oignon certain, l'argent certain, mais pas ni racisme encore, pas ni racisme encore, pas ni couleur encore. Tu vois, donc je voudrais reprendre les phrases de Marcus Garvey. Il disait « Les préjugés raciaux des Blancs contre les Noirs sont liés non pas tant à la couleur de la peau qu'à la condition. Nous n'avons pas construit de nation, de gouvernement. Nous dépendons des autres pour notre existence économique et politique. La loi est impuissante à empêcher le racisme d'un peuple ou d'une nation contre un autre. C'est le sentiment de chacun, la volonté de chacun qui doivent y mettre bon ordre. Et quand votre sentiment et votre volonté se rebellent, il n'y a pas de loi au monde qui puisse les contraindre à s'incliner. Le racisme naît de causes diverses, tantôt économiques, tantôt politiques. Il n'y a qu'une façon de le combattre, c'est par le progrès et par la force. Pourquoi je parle comme ça? Et je lis ça. Parce que ma génération, la génération dont je fais partie, c'est une génération qui veut gagner. C'est une génération gagnante. C'est-à-dire que nous, des discours comme ça, comment on s'en sert? Pas pour aller sortir des fusils, être anti-blanc, ceci, cela. Non, au contraire. Au contraire, tu te sers de ça pour avoir une force économique. Tu te sers de ça pour justement avoir une force politique, une force sociale. Et c'est là la liaison, quand j'ai parlé de ce que j'ai vu sur le plateau de Canal 10 et B-Wall Connection. C'est ça qui m'a inspiré. J'avais le droit j'aurais pu dire, me plaindre et dire, ouais, quand on dit là, si nègre pas ceci, nègre cela, m'affronter au gars. J'ai refusé l'affrontement, j'ai dit non. Lui, la façon qu'il est là, il met ça dans la tête de plein de gens. Moi, tout seul, Jimmy, je ne pourrais pas enlever ça dans la tête des gens. Par contre, si on montre des Noirs qui réussissent partout dans le monde et dans tous les domaines, voilà comment on commence à déconstruire. Voilà quand le petit raciste, quel qu'il soit, commence à dire non. Mais quand il voit un Noir comme Cheikh Modibo Diarra qui a inventé la sonde qui permet d'aller sur Mars et que le gars il est dans son champ au Mali et que nous, 4 petits Guadeloupéens, entre guillemets, j'aime pas ça d'ailleurs ce terme, je vais pas l'utiliser, 4 Guadeloupéens, parce que nous pas pipiti. J'ai horreur de ça et moi-même j'utilise, c'est pas bien. Donc 4 Guadeloupéens, nous partis, nous arrivons en Afrique. Et il nous voit arriver, il dit, mais comment vous connaissez, mais pourquoi vous voulez faire une émission avec moi? Mais je dis justement, pour montrer à notre communauté, déjà à nous-mêmes, parce que B-Wall Connection, c'était déjà pour montrer à nous-mêmes. On voit une autre image. Une autre image de nous-mêmes, vous voyez, une image de réussite. Et c'est là que les médias, que nous tous, on doit agir dans la société. Montrer des images de réussite pour déconstruire tous ces discours. Comme il me dit Jean-François, c'est une façon de te donner le relais. Il me dit, il y a des gens qui sont restés sur des vieux logiciels. Et bien moi, je suis d'accord avec lui. Nous, on a changé. Nous, on est une génération. Et celle qui vient après moi, elle est encore pire. On a changé de logiciel. On sait que le racisme existe, mais on sait aussi comment le combattre. Le combattre, c'est comment? C'est en étant plus fort, socialement, politiquement, économiquement, culturellement. Voilà. Alors, à ce stade, j'invite les téléspectateurs qui veulent intervenir au 80 47 37 réagir. Alors, je vais lancer quand même une question. Oui, Harry, très rapidement. Une précision. Par rapport à ce que disait Jimmy, c'est que quand je parle d'émotion mal contrôlée, je ne parle pas de ton émotion à toi. Je vais préciser. L'émotion est nègre. Non, mais l'émotion est nègre. L'émotion est nègre, bon, ça c'est Senghor, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Puisqu'il disait que la raison était laine et que l'émotion est nègre. Non, ce que je voulais dire plus précisément, c'est que j'aborde cette question de manière apaisée. Quand par exemple il y a un conflit social en Guadeloupe, je prends un cas, un conflit social en Guadeloupe. Je racialise quelquefois. Attends, un conflit social qui oppose, disons, un blanc pays, par exemple, un blanc pays, et des salariés guadeloupéens. Nous avons une relation conflictuelle entre patrons et salariés dans un rapport capitaliste de production. Un combat qui se mène classe contre classe, disons.
il ne faudrait pas qu'à chaque fois que ça dérape et qu'on dise que le comportement du blanc est un comportement raciste parce que c'est pareil, il était esclavagiste. Non, il faut voir si ce n'est pas simplement une relation capitaliste. Un patron capitaliste, tout simplement. C'est ce que je dis. Sauf qu'il y a des antécédents. Ça peut exister. Non, quand je dis antécédents, je parle du point de vue du droit syndical. C'est-à-dire que souvent, l'habitude ici est devenue une seconde nature et des béquets, on va dire, qui fait respecter au SNEC, etc. Non, mais c'est vrai que ça peut exister. Oui. Mais sauf qu'on aborde, disons, le conflit social, disons, de mauvaise manière, si on considère que c'est seulement, disons, un relent esclavagiste, alors qu'il s'agit de conflit capitaliste. C'est la première chose. Donc, juste un truc par rapport à émotion mal contenue, je te laisse. C'était pas dirigé vers toi, au contraire, c'est parce que, comme moi, juste pour dire, pour bien m'expliquer, non, franchement, rapidement, c'est parce que comme dans ma manière de m'exprimer, souvent, quand moi je m'exprime à la télé ou ailleurs, les gens me disent, ouais, t'es énervé. Donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas de l'émotion. Voilà, c'était vraiment pas par rapport à toi, mon frère. Voilà. On appelle. Allô, on vous écoute. Allô, je suis là. Je suis passionné. Allô. Oui, je suis là. Allez-y, on vous écoute. Bon, eh bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Dolis. Bonsoir. Bon, intervention, moi qui est venu plutôt pour Jimmy. Hein. Ouais. Attention, butin très, très, très sérieux à dire Jimmy, parce que intervention au premier lieu concernant lavage, javel, alcali, de l'eau, tout butin. Eh bien, on peut même dire ça, non, là, ça t'est dit. Il était dit en Guadeloupe, nous, nous sommes lavage de cerveau, qui veut dire laver corps nous, pour nous savoir très bien faire nous débattre, pour nous conserver le canal 10. Après tout problème, Guinée, eh bien, si nous avons un niveau là qui est arrivé là, face à les politiques, ça a mené un grand débat sur le plan guadeloupéen. En cerveau à Guadeloupe. Les Jean-François Caringo qui débarqué en Guadeloupe, eh bien, en lot guadeloupéen, c'était période d'élection, c'était une domination politique qui était qu'à battre un pays là. Et liberté d'expression là, qui veut dire qu'il n'y a pas de parole à des alphabets, monde qui n'a pas tenu les pouvoirs de parler, eh bien, grâce à eux, ça permet que l'émission là, ils mettent les gens qui travaillent la voirie, ils mettent les gens qui balayer au bord de la rue, ils mettent les gens à égalité à peuple guadeloupéen. Si on va arriver à un niveau là, politique, si les politiques à présent aux abois, nous fait dit quand même, venir à un retour à en Guadeloupe, mener un petit plus, oui, un caractère peut-être bête, rigolo. Mais quand même, c'est un Guadeloupéen nous pédit, il portait un petit plus concernant créole en nous, en Guadeloupe. Parce que c'est pas ça dit que créole en Guadeloupe. Oui, si on a une question posée, parce que nous d'autres monde qui veulent intervenir. Parce que vous savez, Jean-Dolis, vous savez, bien. Vous savez, question qu'on a posée, ça c'est une analyse. On n'a pas ni posé question à Boussillon. Boussillon a s'habité, mais en sa comportement à la politique. D'accord. Et son bout qui était mis l'idée, son habité. Mais en commune, ça qui était qu'à dominer, et rentrer, et bien domination naturelle. Oui, mais pas de débat là où c'est là. Pas de débat là où c'est là. Pas de débat là où c'est là. Bien, nous disons merci de crier. Et puis quelque chose qui est très important. Oui. Parce qu'en Guadeloupe, ça c'est embêtant. C'est pour ça qu'à méfier mon lot des débats publics en Guadeloupe et en direct. C'est très très important. Oui. Il ne faut pas confondre la condamnation d'un propos bien précis, d'une attitude bien précise avec la condamnation d'une personne. Que ça soit très clair. On va parler franchement. Ibo Simon, au niveau de l'apport du créole dans le média Guadeloupe, c'est respect. Ibo Simon Rivière, Guadeloupe, bat tout le monde la parole en créole, ça c'est respect. Si moun ka parle créole en télé, pas les premiers. Pas les premiers, mais il porte un long en c'est ça. Oui. OK. Mais par contre, autant qu'en cas respecté pour ça, qu'on doit dire moins en tant que Guadeloupéen aussi, et j'estime que je fais partie à estimer que moins gens-là ils construit moins intellectuellement, gens-là éducation moins, etc. fait que on est qu'à venir sur télé, quel qu'il soit,
quel qu'il soit nègre là ça, si on télé, on média, radio, etc. pour dire que nègre pas bon, nègre c'est diable, que maman moi fait moi avec couler là ça, son sale couler, faut moi mettre alcali si moi, faut moi blanchir pour moi, si moi Jimmy n'a pas condamné ça, ben franchement, ça n'a pas de sens. Alors, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Un mot de Jean-François. Niort, vous avez une vision historique de la situation, mais on vit dans le présent. On va y aller. La semaine dernière, il y a eu quelques paroles malheureuses à l'université. Est-ce que vous sentez entre les communautés, alors là on déborde le cadre du racisme étroit, martiniquais, guadeloupéens, qu'il y a encore des problèmes liés à la question de l'université? Est-ce que vous avez senti quand même quelque part, si on a parlé de dérapage? Oui, bien sûr, mais là encore une fois, l'historien ne peut pas ne pas s'exprimer sur la question, étant donné le lourd passif à ce sujet entre la Guadeloupe et la Martinique, par exemple, qui s'est exprimé parfois de manière structurelle et fonctionnelle au sein même du fonctionnement de l'UAG. Donc je peux comprendre un certain nombre de ressentiments, un certain nombre de susceptibilités qui parfois dérapent effectivement sur le terrain identitaire ou un peu ethnocentriste. Et donc ça témoigne en tout cas de la survivance de ce fameux logiciel dont on parlait tout à l'heure, le vieux logiciel qui a mis beaucoup de temps à s'intégrer et qui est très difficile à désinstaller de l'ordinateur pour pouvoir le formater et installer le nouveau logiciel. Donc quand même je voudrais souligner qu'effectivement, notamment à travers Be World Connection, ce nouveau logiciel-là, de Black is positive, Black is beautiful, Black c'est une bonne chose, l'appréciation et non pas la dépréciation. Moi qui vis depuis 17 ans en Guadeloupe, j'ai vu les choses évoluer, notamment à travers l'œuvre de cette émission et de Jimmy en particulier. J'ai vu les choses évoluer chez les étudiants eux-mêmes. La perception qu'ont les étudiants eux-mêmes, notamment ceux qui arrivent au niveau licence-master, qui effectivement s'améliore. Avant qu'on prenne un appel téléphonique, Haribou Sillon, je pose quand même la question. Souvent on a dit ici, le nationalisme guadeloupéen est raciste. Il a été raciste aussi. Il a été raciste. Non, mais je confirme. Le nationalisme, j'ai presque envie de dire, bon, déjà, c'est une conception un peu bourgeoise. Le nationalisme peut parfaitement conduire au racisme. Le nationalisme étroit, qui est le renfermement sur soi. Mais je voudrais aussi distinguer quand même le racisme de la xénophobie. Oui. Parce que quand on parle, entre les Martiniquais et les Guadeloupéens, il n'y a pas de racisme. Oui. Avec les Dominicains, il n'y a pas de racisme. C'est de la xénophobie. Oui. Donc, il n'y a pas de théorie là-dessus. Non, il n'y a pas de théorie là-dessus. Mais ce sont des histoires. Ce sont des histoires qui existent entre les peuples, entre les nations, etc. Je crois qu'il faut bien faire la distinction quand on parle de racisme. Tout à fait. Okay. Alors, s'agissant, disons, de notre société, parce que la question était posée, est-ce que nous sommes une société raciste? Oui. Nous ne sommes pas une société raciste, manifestement. Manifestement, nous ne sommes pas racistes. Bon, il y a des comportements racistes, il y a des propos racistes, il y a des attitudes racistes. Mais nous ne sommes pas une société raciste. Oui. Et au contraire, je pense que notre histoire plaide pour nous. Notre histoire plaide pour nous, avec ce peuple, disons, composite, oui. Ce peuple issu de l'esclavage. Tout à fait. On prend l'appel. Je crois que ça, il faut aussi le dire, que les comportements racistes que l'on peut avoir vis-à-vis, disons, des Blancs, des Indiens, des Syro-Libanais, etc., ce n'est pas, disons, le résultat d'une société qui génère le racisme. Ce sont des attitudes racistes qu'il faut dénoncer. On prend un appel téléphonique, peut-être le dernier, oui. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, oui, on vous écoute. Oui, je m'appelle Moïse et j'appelle des David, je salue tout le monde. Donc moi, ce que je dirais par rapport à ça, donc le racisme, si on prend la radicale, on parle de race. Donc la race, moi, à ce que je connais qu'une race, c'est la race humaine. Donc l'homme s'est mis dans la tête qu'il y aurait plusieurs races. Donc c'est la méconnaissance de la différence des autres qui font qu'il naît en nous une sorte de haine ou un rejet de l'autre. Et c'est ça qui fait en fait qu'il y a une forme de racisme. Et ça, c'est intrinsèque à l'homme depuis le début de l'humanité. Donc on doit faire avec, effectivement, on doit essayer de combattre et de maîtriser. Bon, moi je dirais que j'ai entendu Jimmy dire que pour combattre ça, il faudrait avoir un pouvoir politique, un pouvoir économique et social.
Bon, moi, je suis pas trop pour ça. C'est-à-dire que le pouvoir économique, social et économique, ce serait pour notre propre promotion. Après la vie qu'on a eue, bon, il faut bien qu'on s'émancipe et qu'on puisse venir au niveau qu'il faut. Mais par contre, pour combattre le racisme, je pense que la solution, en fait, c'est, je n'ai pas la solution, mais je pense que aimer la différence des autres nous-mêmes, parce que les gens sont racistes envers nous, mais nous, une fois que la personne est raciste avec toi tu es raciste avec elle, et ainsi de suite, et puis ça se lance la balle. Ensuite, la solution, en fait, ce serait, théoriquement, qu'on puisse aimer la différence d'un côté ou de l'autre, que ça commence quelque part, aimer et accepter la différence de l'autre, à se dire qu'il n'y a pas d'histoire de 3000 races, de races, il y a une race humaine. Et puis après, les gens il y a plusieurs couleurs, plusieurs langues, et le bon Dieu a voulu séparer tout ça, c'est son choix. Mais on a tous 2 bras, 2 pieds, 2 jambes, 2 yeux, on n'est pas des extraterrestres. Donc le truc, c'est d'apprendre à accepter et à aimer la différence des autres. Et une fois que ce sera fait, ce sera beaucoup plus efficace, parce que la personne dans ses yeux, elle va, à travers vos yeux, elle va voir que, mais attendez, excusez-moi, mais en fait, j'étais méchant avec cette personne-là. J'étais méchant avec cette personne-là, mais en fin de compte, ce qu'elle me renvoie, c'est autre chose. Elle essaie de me connaître, de m'apprendre à me connaître mieux, et comme ça, on pourrait émanciper au maximum le racisme, à savoir que ça existera toujours, ça a été intrinsèque à l'homme. Voilà ce que j'avais à dire. Bien, je vous remercie. Alors, il nous reste à peine 3 minutes pour terminer, malheureusement, tout vite nous ont faim, mais oui, tout vite nous ont bout. Je lance dans le débat, mais c'est pour un peu clôturer. L'arrivée du Fonds national des élections en Guadeloupe pour réaction de politique à Riboussillon, en 2 mots. Est-ce qu'on l'accepte du point de vue de la démocratie, comme certains le disent, ou alors c'est inacceptable que quelqu'un du Fonds national se présente aux élections? Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on accepte que nous sommes français, que nous sommes un territoire français, et bien qu'un parti français national se présente aux élections ici. Bon, alors les Guadeloupéens vont voir s'ils votent pour lui, s'ils ne votent pas pour lui. Mais nous sommes bien en France, c'est ça. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Alors, mais quand même, lié à ça et à la question, je suis obligé de faire le lien. Oui, bien sûr. Puisque on ne va pas combattre le racisme par des injonctions. On ne va pas dire, bon, essayons de nous aimer, et puis nous allons combattre le racisme. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a ce que Bozoj me disait. Je crois que c'est important. Le racisme, disons, évolue et disparaît en fonction de la société. C'est une organisation sociale qui crée le racisme. Donc, si nous sommes dans une société hiérarchisée, avec des différences de race et de classe présentées comme ça, effectivement, le racisme va perdurer. Mais si progressivement, il y a un mouvement social qui fait que d'autres personnes prennent des responsabilités, que dans les administrations, comme on dit, il y a des Guadeloupéens qui occupent des postes de responsabilité. Si des Guadeloupéens créent des entreprises, si un pouvoir politique émerge aussi, permettant de voir que nous sommes capables de diriger, je crois que ça va changer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question de l'éducation. D'accord. C'est la question de l'éducation. Et c'est là où je crois, c'est-à-dire qu'il faut éduquer, mais dès le plus bas âge, éduquer les enfants pour justement, disons, qu'ils comprennent ce que c'est que l'altérité, ce que c'est que la différence, etc. Mais ce n'est pas des injonctions, disons, qui vont nous permettre d'avancer. Réaction d'immédiat de M. Sitcharni. Tout à fait d'accord. Très rapidement. Avec l'éducation, justement, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, l'éducation. C'est une éducation, c'est une forme Oui, mais l'éducation, c'est hein. important, vraiment, par exemple. Comment combattre tout de suite un raciste? Ça m'est déjà arrivé dans la rue dernièrement, contrôle d'identité de la police à Place d'Italie. C'est arrivé il y a une semaine. Je revenais de Londres. Et un contrôle de police et tout. Et parmi les policiers, il y a un raciste. Il me dit des trucs vraiment pas cool au niveau de la Guadeloupe, les crimes, les noirs, etc. En plus, j'avais les locks. Vous savez, je vous promets, en 86, on m'aurait mis en garde à vue. Parce que j'aurais foncé, j'aurais fait une connerie. Comment j'ai rigolé avec le raciste? C'était trop bien. Parce que je lui ai demandé, est-ce qu'il savait qui avait inventé les frigidaires? Est-ce qu'il savait qui avait inventé ceci et cela? Est-ce qu'il savait, est-ce qu'il connaissait Georges Nicolo? Est-ce qu'il savait tout ce que les scientifiques antillais, etc. avaient apporté à la France? Comme le gars, il était tébé et qu'il voyait que moi, je rigolais, c'était trop bien. Donc voilà, l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est ça. C'est que maintenant, en 2013, quand tu as quelqu'un, quel qu'il soit, qui est raciste envers toi, un noir, cultive-toi, toi, noir, cultive-toi. Connais ton histoire. Qui sont tes grands hommes? Quelles sont tes grandes dates, etc. Oublions ce que Lynch avait dit. Voilà, comme ça, quand l'autre arrive avec son ancien logiciel, tu lui sors le nouveau logiciel et tu souris. Et je peux te dire que le flic, il était énervé. Hein. J'imagine. Si tu continues, on va te mettre dans le panier à salade, tu m'as dit. Mais moi, j'étais cool. Monsieur, voilà. c'est un dernier l'éducation. mot. Oui, s'il y a un racisme
S'il y a, alors faudrait-il combattre ce racisme-là? Oui. Comment le combattre? Il faudra accepter l'autre comme il est, il faudra la tolérance. Et comme ça, on va combattre le racisme. Merci. Jean-François Agnon, c'est le dernier mot, puisqu'on termine pratiquement à 22h. Oui, ben on va répéter, puisque la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Changeons de logiciel. L'éducation, c'est changer de logiciel. Changeons de vision du monde et apprenons justement à s'apprécier, non pas se déprécier. Ça fait partie du nouveau logiciel. Et les choses évolueront. Et les choses évolueront parce qu'effectivement, le juridique ne suffit pas, l'administratif ne suffit pas, c'est qu'un cadre. Ce qui compte, c'est le socio-culturel. Et le socio-culturel détermine l'évolution de... Voilà. Je vous remercie d'être venu. Alors, quand même, on va le signaler, l'un des ouvrages d'Henri Bouchillon, il y a sûrement un autre en préparation, j'imagine, La Guadeloupe dans la Première Guerre mondiale. Et justement, pourquoi ce bouquin il est important? Parce que l'autre nègre est mort pour la France, justement. Et beaucoup de gens l'ignorent. C'était le 11 novembre dernièrement. Couleur de peau stigmate, ouvrage de Patricia Abrafontobo. L'un de ses ouvrages, il en a fait au moins 3. Les Indiens de la Guadeloupe, pour bien comprendre un peu l'histoire même de ces Indiens. C'est important ce bouquin, pour moi, c'est un bouquin culte de Sengara Velou, qui n'est pas d'origine guadeloupéenne, qui a vécu ici pendant longtemps comme professeur. Le bouquin de Juliette Esmeralda, Peau noire, cheveux crépus, fondamental aussi. Je ne cite pas Fanon, Peau noire et masque blanc, tout le monde connaît ça. Et puis Jean-François, vous avez, oui, le Code noir, le fameux Code noir. La première édition scientifique du Code noir. Oui. Hein on pour arrêter avec toutes les bêtises qu'on a écrites sur ce sujet depuis longtemps. Le livre de Juliette est très important. Peau noire, cheveux crépus, parce que le racisme aussi, commence aussi avec les cheveux aussi. Jean-François, vous aviez un dernier mot, c'est un colloque que vous allez animer cette semaine, c'est ça? Didier, vous en avez parlé? Non, j'en profite pour le dire, ça sera en février prochain, une semaine entière consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage de 1794, mais qui sera construite autour du thème des résistances politiques à l'esclavage. Et on aura des chercheurs, des intervenants de l'étranger, haïtiens, etc. Et de la Réunion aussi. Le 14 décembre à Petit Canal, il y aura une grande fête de la communauté indienne, il faut le dire. Indo-guadeloupéenne. Le 14 décembre, nous allons commémorer l'arrivée des communautés indiennes à Guadeloupe dans le cadre du 150e anniversaire de l'arrivée des Indiens. Donc c'est un festival qui va se passer. Donc on aura l'occasion de revenir pour qu'on puisse en parler. Tout à fait. Merci. Donc on a un petit peu débordé, mais ça peut arriver. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Faut-il avoir peur? Merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Et puis cette émission, elle est visible sur le site caribcreolnews.com. Si vous l'avez raté, si vous l'avez pris en chemin. Salut. À mercredi prochain.